Justement, dans l'équipe de choc, on va accueillir maintenant non pas un, mais deux immenses champions, car cet hiver, le biathlon a détrôné tous les autres sportifs de cet hiver. Juju, que ce soit aux Jeux Olympiques ou en Coupe du Monde, on n'a vu que du bleu. Oui, et nos invités, Éric Perrault et Lou Jean Monod, à jamais dans l'histoire du biathlon français, ils ont décroché le gros globe de cristal chez les hommes et chez les femmes, un doublé historique vraiment pour le biathlon français. Mais en plus de leur gros globe, ils ont remporté 3 petits globes chacun. Pour Lou, elle s'est adjugée le globe de l'individuel femme, de la poursuite et du sprint. Éric, lui aussi, a ajouté 3 petits globes à sa saison de Coupe du Monde, celui de l'individuel homme, de la poursuite et de la mass start. C'est beau, hein, en tableau, ça en fait. Vous voulez les voir en vrai, les globes? S'il te plaît. Oui, pour en parler, nous avons la chance d'être avec les deux vainqueurs du gros globe de cristal et c'est historique. Pour la première fois, ils sont français. Lou Jean Monod et Éric Perrault avec leur trophée, s'il vous plaît. Et sous vos applaudissements, vous pouvez nous rejoindre les capables. Bravo. Ils étaient plus rapides en ski, hein. Oui, on fait attention. Alors, pour la disposition, Lou, tu veux bien m'en amener un jusqu'ici? Je veux pas le toucher parce que je vais faire une bêtise. Et ils sont assurés ou pas? C'est une vraie question. Non, ouais. Donc le plus loin possible de moi. Et Éric à tes côtés, voilà, c'est très bien comme ça. Ils sont pas trop abîmés encore, ces trophées. Je vois pas trop de rayures. Est-ce que vous avez bien pu en profiter, les faire toucher à tout le monde? J'en sais rien, j'imagine que tout le monde a envie de les prendre et de se prendre en photo avec, non? Pour l'instant, pas tant que ça. Ils sont rentrés que hier soir, donc oui, c'est sûr qu'ils vont voyager encore un peu. Ouais, c'est vrai. Non, mais comme on disait juste avant, ils sont pas creux malheureusement, donc on les a pas utilisés pour tout type d'utilisation illégale de soirée, festivités, donc non, ils sont encore intacts. C'est un problème de les laisser toucher aux autres ou pas? Il y a un côté sacré, personne ne doit le toucher ou ça va? Non, on s'en fout un peu. Oh bah, tant mieux. Alors du coup, je me permets. Non, pas du tout. Dans quel état aujourd'hui vous êtes? C'est quoi qui prédomine? Est-ce que c'est l'euphorie, le soulagement parce que c'est enfin terminé, la fatigue qu'est-ce la première chose que vous ressentez? Un peu d'usure, je dirais, de fatigue mentale. Physiquement, ça va encore bien parce que les courses permettent de garder un peu de forme physique, mais c'est vrai que mentalement, c'était bien que ça s'arrête. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec Lou. Physiquement, on est quand même entraîné, donc en fin de saison, on a encore la forme. C'est plus mentalement où on est content de poser un petit peu l'exigence qu'on doit avoir sur chacune des courses. Oui. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti de plus fort de toute votre carrière? On sait qu'il y a eu les JO, il y a eu plein de médailles, vous en avez beaucoup, des médailles et des globes. Est-ce que là, on est au summum du top de la carrière? Ouais, je sais pas, c'est difficile à dire. Je pense que les jeux étaient presque plus intenses émotionnellement. Sur le coup, le gros globe, c'est un peu une course longue, donc on a le temps un petit peu de savourer tout au long de la saison. Le mec est blasé. C'est normal, je l'ai mérité après tout. Je voulais pas dire blasé, il y a d'autres mots plus adéquats, mais je pense qu'on a savouré un petit peu ça tout au long. Et avec Lou, on avait tous les deux la chance d'avoir un petit peu de points d'avance, ce qui a fait que je pense qu'on a aussi savouré course après course. Le globe de cristal, c'est pas au-dessus des Jeux Olympiques? Si, à mes yeux, oui, sportivement parlant en tout cas. Médiatiquement parlant, c'est loin en dessous, mais en tout cas, sportivement, ça a plus de valeur dans le sens où en fait, c'est le meilleur biathlète sur le long terme qui gagne et c'est sur la régularité que ça se joue. Donc, c'est pas le côté one-shot des Jeux, je trouve qu'il est un petit peu en dessous du côté régulier, en tout cas à mes yeux. On va parler de votre saison, bien sûr, mais est-ce que c'est un vrai regret pour vous, le manque de titres individuels aux Jeux Olympiques? On rappelle, vous avez fait plein de médailles, mais pas en or, en solo. Est-ce que c'est un vrai complexe qui vous rumine, qui vous ronge, ou avec ça, on oublie vite? On vient nous titiller directement. Ah bah oui. Oui, forcément qu'on avait l'ambition tous les deux de gagner ce titre individuel. Pour ma part, je le vois aussi comme une chance de l'avoir encore devant moi, comme petit rêve. Donc non, bien sûr qu'on est tous les deux rentrés avec l'envie de faire mieux sur les prochains. Mais on a vécu des jeux collectifs qui étaient hors normes. Et honnêtement, pour ma part, c'est ce qui reste quand même de ces jeux. Et toi? Oui, après, je vise les Jeux en France dans 4 ans, donc l'opportunité est encore là. Et c'est, comme dit Éric, c'est une bonne chose, ça tient un peu éveillé. On a des passionnés de biathlon autour de cette table. Juju. Moi, j'ai une question pour toi, Lou. Ce week-end, tu as dit à notre micro que remporter ce gros globe de cristal, c'était l'objectif numéro 1 de ta carrière. Tu disais même, je ne vais pas dire celui de ma vie, mais pas loin. C'est le Graal pour toi. Ça représente quoi de enfin atteindre cet objectif? Tu te sens vidé, épanoui? C'est quoi le sentiment? J'avoue que c'est un peu difficile parce que j'étais tellement émotionnellement vidée après les Jeux, après beaucoup de stress pour la quête du globe que
en fait, peut-être mon attente par rapport justement aux sentiments que j'aurais aimé ressentir, ils étaient complètement atténués par la fatigue. Donc, en fait, j'imagine que j'en profiterai peut-être quand je serai un peu plus reposée et puis que j'arriverai à célébrer avec tous mes proches parce que là, ça allait tellement vite qu'on n'a pas vraiment, pas tant profité que ça. Donc, j'espère que le vrai sentiment de satisfaction, il arrivera plus tard. Ça fait plusieurs fois qu'elle nous parle de fatigue, d'usure et tout, mais ça se manifeste comment vraiment tu te couches à 8h tous les soirs, tu es rétamée, comment ça se passe? En fait, le truc, c'est que j'arrive pas à me coucher à 8h tous les soirs. Et voilà, elle tarde. Non, mentalement, je sens que j'ai plus du tout envie de m'entraîner. De mettre l'exigence à l'entraînement, en tout cas, à la fin, c'était plus possible. Ah oui, c'est embêtant. Sur les compétitions, c'était un peu pareil. Là, je sentais qu'il en fallait pas beaucoup plus. Et puis après, de manière générale, je dirais comme n'importe qui est fatigué, quoi. Je retiens plus rien, j'écoute plus rien. Mais ça s'est pas ressenti. Enfin, sur la fin de saison, je sais pas comment toi, peut-être tu l'as intériorisé, mais dans tes courses et tout, on n'a pas senti justement cette usure physique ou mentale. T'es resté, c'est le fait d'être sorti et dans une bulle où en fait tu es carrément dans ton objectif et tu poses le cerveau et tu fais ce que tu as à faire. J'ai un peu dû me botter les fesses après Contio. Donc Contio, c'était la première étape après les Jeux où en fait on n'a eu qu'une seule semaine à la maison entre les Jeux et la reprise de la Coupe du Monde. Et ça, pour moi, j'ai trouvé ça trop court. C'est allé trop vite. J'aurais bien aimé prendre plus de temps parce que j'étais encore fatiguée. Et en fait, le retour sur la Coupe du Monde, j'avais moins d'envie que quand c'est le début de saison et sur les autres étapes. Donc le manque, ça a traduit un manque d'envie à un moment donné. Et je me suis vraiment secouée pour essayer d'aller retrouver les raisons pour lesquelles j'ai envie et pourquoi j'aime ça. Après, je ne vais pas les chercher très loin, mais il fallait que je m'accroche à ce truc-là parce que la pression était en train un peu d'inhiber l'envie. Brahim, ça te parle, ça? Oui, mais moi, il y a une question, en fait, à chaque fois que je les regarde. Est-ce que le tir sous pression, ça se travaille ou c'est quelque chose qu'on vit réellement dans l'instant? Je ne sais pas ce qu'Eric en dira, mais je trouve que c'est extrêmement difficile de le travailler dans le sens où la vraie pression, celle qui est réelle, qu'on ressent sur un pas de tir sur le tapis numéro 1, on ne peut pas le travailler en entraînement. Elle n'existe pas, même si on se challenge. Avec des faux bruits, avec des coachs qui font ça, hein, qui mettent des faux fonds de supporters, des fausses impressions. C'est compliqué d'imaginer l'enjeu d'être champion olympique sans avoir l'enjeu d'être champion olympique, en fait. Et je pense que ceux qui ont vécu comprennent. Et c'est vrai, comme dit Lou, c'est difficile. Donc, c'est une expérience qu'on acquiert en fait au fur et à mesure des courses. Et c'est aussi ce que je trouve assez sympa parce que du coup, on ne le vit pas souvent. Alors, on a une cellule biathlon qui est très performante, hein, vous le savez, qui commente toutes vos courses, les avant-courses, les après-courses. Et puis, on a Kanto, qui en plateau est capable de nous citer tous vos adversaires, mais même leur compétition en U17. Il fait très peur. C'est le Wikipédia du biathlon. Je t'attends sur les questions. Moi, je vais faire le relou avec Eric. À quel point tu as été frustré malgré le fait que tu aies tout gagné par rapport à cette balle ratée sur le sprint, ou c'est ce tour-là qui prend du coup le petit globe du sprint? On sait que tu voulais tout gagner. Est-ce qu'il y a eu quand même un petit peu de frustration malgré le fait qu'il n'y ait eu que des victoires à côté, ou est-ce que tu relativises énormément de suite à te dire bon ça va, j'ai tout gagné, c'est pas grave s'il y en a un qui part en route? Du coup, pas tout gagné. Non, c'est vrai qu'il y a toujours un peu de frustration. La balle, en plus, je crois qu'elle ne passe pas très loin. Vous avez peut-être analysé ça en plateau. Oui, quand on imagine 3 mm pour avoir tout raflé, c'est pénible. On est compétiteur, on aime aller au bout des choses. Maintenant, j'ai engagé mon sprint comme j'en avais envie. J'ai réussi à engager 3 courses sur le week-end qui étaient très offensives. Et en fait, je suis fier de cet élan-là. Maintenant, avec l'expérience, peut-être que j'arriverai encore mieux à peaufiner ces balles cruciales. Mais je suis fier de cette énergie qu'il y avait derrière. Donc je reste là-dessus, ça me permet de me cacher un petit peu derrière la frustration qui était forcément présente. Tu vas arrêter d'embêter nos champions, oui. Vous vous sentez plus fort mentalement aujourd'hui ou techniquement? Personnellement, je trouve que mentalement, c'est ce qui fait la différence, réellement. Je pense qu'au niveau où on en est dans le sport, et dans le sport de haut niveau, quand on est au niveau international, on est tous bien entraînés, on sait tous être performants. C'est la différence après d'être capable de le faire dans le bon moment ou d'être capable de le répéter. Et personnellement, c'est là où je me bats le plus. Donc l'an passé, tu n'avais pas le mental? Oh les vilains tout de suite. Si je te suis. J'avais sûrement moins que cette année et je pense que je progresse quand même physiquement. Donc j'ai plus de capacité pour jouer devant et puis mentalement forcément que je me renforce aussi. J'ai une question pour toi Eric. Moi j'ai été frustré sur ce que tu as fourni au JO en termes en personnel. Ah oui, il n'était pas content. Il était très déçu même. Pas content, c'est que je sais que tu as saisi justement, je ne vais pas dire que c'est les échecs, mais je t'attendais vraiment à un certain niveau et je me dis que dans ta tête, vu comment tu procèdes, tu te dis que tu sais pourquoi ça n'a pas marché.
Est-ce que tu peux nous dire parce que moi, je ne l'ai pas compris. Tu veux qu'il rende des comptes là? Non, mais je sais qu'il arrive à toujours essayer de tirer quelque chose qu'il a raté en opportunité de refaire mieux. Il a cette faculté à toujours voir le côté positif sur ce qui n'a pas marché. J'aimerais que tu me dises en fait pourquoi sur ces JO, en fait, à des moments où tu pensais être dans des objectifs, en fait, tu es passé à côté. Ouais, carrément, c'est une bonne question. Je pense que j'ai appris les jeux en vivant les jeux. C'est difficile, encore une fois, de simuler ça à l'entraînement. Il y a eu des courses très intensives, la première. Les 2 premières, du coup, ont été très intensives, avec une médaille d'or en relais et une médaille d'argent en individuel. J'avais énormément d'ambition sur cette individuelle qui était honnêtement une très belle course. Maintenant, je tombe sur un petit peu meilleur que moi, c'est le jeu. Derrière, j'encaisse un peu le coup sur la suivante. Je me remets sur une très belle course sur la poursuite. Bon, il manque encore une balle pour la médaille, mais honnêtement, ça reste une très belle course. J'encaisse le coup sur la Mastart. Je pense que j'apprends en fait derrière à toute l'émotion qu'il y a dans les jeux, que j'ai moins sur la Coupe du Monde. Je ne suis pas quelqu'un qui court avec beaucoup d'émotions. Je trouve que ça peut inhiber la performance. Mais sur les jeux, j'ai aussi accepté de célébrer, de profiter de ces moments-là. Ça m'a coûté, je pense, et j'ai dû encaisser à chaque fois une course après. C'est ce qui fait que mon sprint est moins performant, que ma Mastart est moins performante. Donc voilà, le fait que ce soit les premiers jeux en fait à gérer l'événement. Tout à fait. Mental, encore. Tout à fait. Et sur la Coupe du Monde, j'arrive à le faire parce que je commence à avoir 4 années derrière moi. Ouais. Les Jeux Olympiques, c'est ma première échéance et je pense que je comprends le poids des émotions en fait et quelle usure ça peut avoir sur 2 semaines de compétition. Est-ce que vous pensez que grâce à vous et à vos résultats de l'équipe de France, pas que vous bien sûr, que ce soit aux Jeux Olympiques ou en Coupe du Monde, vous êtes en train de faire changer votre sport clairement de dimension? Là, on va parler de ski tout à l'heure. Le ski, on n'en parle quasiment plus. Le biathlon est devenu un sport incroyable, avec des résultats, avec des stars, avec des histoires. Et vous en êtes les premiers héros. Vous sentez ce changement ou c'est vraiment nous qui nous faisons une histoire derrière notre écran? Je trouve qu'il y a double changement. Il y a le changement de notoriété qui prend de plus en plus de place et la constante évolution du sport en lui-même où les tirs sont de plus en plus rapides, même à échelle de temps très réduite. Il y a 5 ans, ça tirait pas aussi vite de manière générale, je crois. Tu me diras si je me trompe. Et en fait, ça continue d'évoluer. Donc je pense que c'est aussi ce qui maintient ce côté attrayant de manière générale pour le public. Et c'est vrai que ça se ressent vraiment. Et l'oseille aussi, ça se ressent sur l'oseille. C'est important. Quand ça marche, c'est sûr que ça se ressent bien. Après, quand ça marche moins bien, ça se ressent aussi. Mais vous sentez que vous avez changé de statut, que peut-être on vous reconnaît plus, on vous sollicite plus pour les interviews, les médias étrangers étaient plus sur vous ou pas? Ça dépend en fait. Quand on sort de notre saison, on était dans notre bulle en fait tout du long. C'est dur de se rendre réellement compte. Je pense qu'on se rendra un peu plus compte en rentrant à la maison. Potentiellement avec, pas forcément notre entourage direct, mais l'entourage après dans le village ou dans les villes autour. Puis ça vient de se finir. Je peux poser une question Bien encore sûr, Pierre. C'est ton émission. Lou, est-ce que pendant cette fin de saison, tu as pensé à l'année dernière? La chute au dernier virage qui la prive du gros globe. Exactement. J'y ai plus pensé sur la préparation et le début d'hiver que sur la fin. En fait, dans le sens où quand j'ai fini, je me suis dit mais qu'en fait, tout le parcours que j'avais fait allait, entre guillemets, forcément conduire à ça. C'était inévitable dans le sens où j'avais le bagage justement de ce que Eric dit, l'expérience. J'avais toute l'expérience nécessaire pour aller le chercher. Et donc j'avais ce genre de conviction où je me disais, mais là, je ne peux plus passer à côté. et là, sur la fin de saison, c'était ça presque qui était pesant. Je m'étais tellement dit pendant toute la préparation et tout le début d'hiver que c'était évident, mais une évidence de confiance, que l'évidence de confiance s'est transformée en une évidence qu'il fallait absolument plus rater. Et donc le switch où c'était full confiance, puis à la fin c'était full pression, c'était ça aussi qui a été un petit peu difficile. Mais c'était là tout le long. Une petite dernière, Quentin, pour le plaisir? Tout à l'heure, Pierre a dit qu'il n'avait pas senti que tu avais été marqué sur la fin de saison. Moi, j'ai senti un petit peu l'inverse. Et il y a eu une interview où, je sais pas, j'ai eu le sentiment que c'était une tempête d'émotions quand on t'a posé la question par rapport à la saison dernière. Tu as dit que tu te sentais presque mieux la saison dernière, paradoxalement, que cette saison-là. Est-ce qu'avec le recul, quelques jours après, à partir de quand tu vas vraiment commencer à savourer là, ce que tu viens de faire cette saison? Parce que quand tu as fait cette interview, j'ai l'impression que tu ne savourais pas encore le moment. Je pense en fait c'est lié au fait que je suis plus fière de la saison dernière en termes de résultats parce que la performance elle était physique et mentale. Et cette année, c'était une performance que je suis allée chercher un peu à l'émotion. Enfin, en fait, j'ai dû me battre avec mes émotions. Et en fait, c'est juste une question de préférence. Je préfère le côté combat mental et physique que le combat de l'usure émotionnelle. C'est moins satisfaisant. Et c'est plutôt sur cet aspect-là que j'ai ma préférence. Mais ça retire en rien la performance de cette saison. C'est juste une question de préférence.
Lou, Eric, ça c'était pour l'interview classique et puis vous avez l'habitude puisque vous êtes déjà passé dans cette émission. Après, on passe à des questions courtes et des réponses courtes et rigolotes parfois. Interview choc, préparez-vous. Pas très compliqué, vous me répondez Lou ou Eric. Voilà, on va poser plein de petites questions et sans langue de bois s'il vous plaît. Qui tire le plus vite? Eric. Alors on m'a dit Lou, elle tire lentement mais elle tire bien. Ce serait malheureux de combiner deux tares. Lou ou Eric, qui est le plus frustré des Jeux Olympiques? Oh. Je sais pas, je pense qu'on a eu la même vision des jeux honnêtement. Ouais, je pense, Je parce vais pas qu'on me balancer. n'a pas énorme différence. Hein. Enfin, on fait les mêmes jeux, donc... T'as regardé direct. Ouais, quand même. Après, Lou a une médaille de plus, donc on Voilà. va dire moi. Allez, voilà, le comptable. Lou ou Eric, qui a fait le plus d'interviews, qui est le plus sollicité, qui est le chouchou des médias? Ah, je pense que Lou est la plus populaire si on regarde les réseaux en tout cas. Ah, j'ai pas Lou. parlé des réseaux, je parle des interviews. Ah, sur les Ouais. interviews. Parce que le chouchou norvégien, il est à ma droite. Ah oui. Ok, allez, la Norvège qui prend dans la balance, on va dire. D'où ma question suivante, qui parle le plus de langues? Ouais, j'en parle une et demie. Hein. C'est l'anglais ou le français, le demi? Les deux bis. Très très bonne vanne français. Donc anglais, français pour toi, Lou, anglais, français, norvégien pour toi. T'as pas appris un petit mot de norvégien encore, Lou? J'ai le Tuzontak et c'est tout. On l'a aussi, celui-ci. Très important, qui couche l'autre en soirée? Oula, les grands concours. Dans le Doubs, ils sont quand même costauds en soirée. Après, j'ai des amis virulents qui m'entraînent aussi un peu à la maison. Ils sont pas loin. Sur les 2 dernières années, c'est quand même plutôt Eric qui m'a couché dans le sens où j'étais rôti. Je suis pas descendue à la bringue générale du dimanche et puis l'an dernier j'étais au lit à 8h. Donc, Alors, bizarrement, en consultant nos experts, tout le monde a été unanime en nous disant c'est Lou. Ah, alors, C'est vrai. on a une petite preuve en vidéo, visiblement. Il y a des images après la dernière course de un petit dérapage, ou je sais pas comment vous appelez ça. On l'a en régie ou pas? Ça arrive. Pour vous prouver que c'est Lou, hein, qu'on vous ment pas. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dans la main, là? Ah oui, d'accord. C'est du coca, bien Tout est sûr. filmé aujourd'hui. Et voilà. Merci, Eric. C'est un remontant, c'est pour être meilleur après au... C'est la tisane du soir pour Voilà. mieux aller se coucher. Qui fait boire l'autre, en tout cas, on a compris qui c'était. Prochaine question entre Lou et Eric. Qui s'entraîne le plus? Eric Waouh, ouais. répondu direct. Sûr, hein. Non, mais rien que pour la différence d'entraînement homme-femme en termes de volume pur. Ok. Je pense qu'on est quand même très proche aujourd'hui entre les hommes et les femmes. Qui a déjà snobé une interview à la chaîne L'équipe? Au micro de Tanguy ou de Chachou? Je sais pas si je l'ai déjà fait. Non, moi non plus. Après, à la toute fin, quand il fallait célébrer le globe, je crois que je me suis faufilé pour d'abord aller célébrer le globe en famille. Mais on m'a suivi, donc j'ai quand même dû être interviewé. On m'a quand même Contre dit mon gré. que Lou avait refusé une interview la semaine dernière parce qu'elle était usée. Mais je balance. C'était un J-2. Qui est le plus radin entre vous? Ah, j'espère pas être une grosse pince quand même. Qui c'est qui paye le Morito là? Mais par contre, Lou est très généreuse. Je sais qu'elle offre beaucoup de cadeaux au staff, donc. Ah. Ah, il est très bon lui. Hein. Ouais. Lui, il envoie facile, des hein. fléchettes à droite, à gauche, il est très bon. Qui pleure le plus? Oh, moi, je t'ai pas vu verser une seule Non. larmichette. Ça, c'est compliqué. Je pense que c'est Lou. Lou, on a la preuve en image. C'était sur le dernier podium. Forcément, elle est tellement fatiguée qu'elle a tout lâché. Oh, les petites larmichettes. Ça va, c'est Et- léger. Et Eric, apparemment, jamais pas d'émotion, quoi. Robot. Bah, l'émotion, j'en ai eu, hein. Vous l'avez vu Ah, mais faut par lâcher les moment au larmes, niveau là. des jeux. Ouais, non, je suis mauvaise. sur Il les a larmes. souri une fois. En 88. Qui a fait la plus grosse dinguerie avec le globe, là? Bah, comme on a dit, le globe nous permet pas de faire une grosse dinguerie pour le moment. Non, je l'ai lâché en l'air, à part ça. Oui, pas de- c'était risqué d'ailleurs. Qui a déjà dépensé la prime? Juste on rappelle, si je dis pas de bêtises, 45 000 € le gros, plus 20 000 par petit. Ils en ont 3 chacun. Faites le calcul. Qui a déjà commencé à faire du shopping? Bon, Shopping, c'était le mauvais mot à dire. La Lou, elle est large. chaos technique, ouais. On a commencé. Je On commence. s'est fait plaisir. Vêtements uniquement? Moi, j'ai une petite tendance à dépenser celles qui sont même pas encore arrivées. Sur les prochaines Ça, c'était une Olympiades. technique d'Antonin Guigona qui dépensait avant de faire un résultat. Comme ça, il était obligé de faire un résultat pour revenir à zéro. Ah, c'est un levier. Levier de C'est un motivation. super levier et il était très fort pour ça, il nous inspire. Qui se met des claques quand il rate? Super référence, ma première Coupe du Monde, je crois, c'est Ouais, ça. ça peut être ça. C'était cette saison, je crois, non? Ou non, c'était la première Coupe du Monde? Première Coupe du Monde où j'en loupe 3, voilà, bah super. 3 au tir debout et bon, bah, la triple baffe comme on l'a renommée un peu plus tard. Ah, mais tu le fais plus depuis. Mais tu l'as fait là? Sur le... Regarde, j'ai raté, je suis pas content. Paf.
ça a Première marché. Coupe du Monde, première apparition, et voilà. direct. Ça a marché derrière ou pas? Ouais, ça a pris du temps, mais ça a marché. Qui est le mieux habillé? Bon, il y a une Madame Shopping, peut-être. Ouais, je pense que Lou a un peu plus de style vestimentaire. Il est bien dans mon outfit. Dernière question, qui va prendre le melon? Je sais pas. Le Non, je pense honnêtement, je pense que pour répondre premier degré, je pense qu'on est assez tranquille avec ça. J'espère, sinon on viendra nous mettre une tarte. Exactement, une deuxième pour le plaisir. Juste avant de conclure et de vous laisser repartir, sachez que demain, on aura Quentin Fillon-Maillet à votre place. Il viendra avec ses 9 médailles olympiques qu'on lui a demandé, parce qu'il en a beaucoup. Est-ce qu'il y a des casseroles, des dossiers sur lesquels on doit aller le chercher, là, s'il vous plaît? Oh bah Quentin, il y en a un paquet. Hein. Ah bah oui, j'en veux une ou deux, là, comme ça. Tu t'es Radinerie, soirée, un truc sur lequel on peut la Oh taper. oui, à la soirée. Hein à Oslo il y a 3 ans. Ah, alors ça, je note. Ça, c'est belle. Je te laisse Lou se mettre dans un bourbier magnifique.